Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Je vais signaler un très joli portrait de William Scheller à l'ADR de Libération, donc artiste et chanteur désenchanté, qui n'aime pas beaucoup la façon dont a évolué le showbiz et le monde des variétés en France, même s'il aime beaucoup Stromae. Nous allons parler, Luc Ferry, de votre livre qui s'appelle La Révolution transhumaniste, comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies. C'est aux éditions Plomb. Est-ce que vous allez regarder François Hollande ce soir ? Non. D'abord, j'ai des choses à faire et ensuite, je n'en attends strictement rien. C'est pas par mépris, mais c'est par conviction, en l'occurrence. Quand on a déjà eu 4 ans pour exercer ses talents et qu'il n'en est rien sorti, c'est pas une émission de télévision, c'est pas de la communication qui va arranger les choses. Mais ça veut dire que le pouvoir ne vous intéresse plus ou que François Hollande ne vous intéresse plus ? Non, François Hollande ne m'intéresse plus. À titre personnel, le pouvoir ne m'intéresse pas non plus, mais la question du pouvoir est réelle. Encore une fois, dans le cadre de la mondialisation, le problème numéro 1 des sociétés démocratiques, c'est qu'elles manquent de pouvoir. Mais non, François Hollande a démontré qu'il n'avait pas réussi, il a échoué de A jusqu'à Z, et donc, encore une fois, la communication n'est pas une solution. Mais Luc, nous n'en sommes pas à Z, c'est une situation assez particulière, parce que si on prend... On est à Z+. Voilà, mais si on prend vos propos au pied de la lettre, nous serions dans cette situation, finalement, où François Hollande n'est plus au pouvoir tout en étant au pouvoir. Oui, c'est exactement le cas, oui. Et donc on est dans une situation qui est très dangereuse. Ben oui, enfin dangereuse, non, parce que les institutions de la Ve République sont fortes et que les Français sont raisonnables, mais on est dans une situation qui est un peu désespérante, en effet, qui explique d'ailleurs les mouvements de société aujourd'hui, en tout cas assez largement, même s'il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que, voilà, Hollande n'a pas eu le courage de faire une politique dès le début de son quinquennat qui soit celle qu'il essaye de faire en fin de parcours, mais avec un échec total. On voit bien que la loi El Khomri, qui était une très bonne loi au départ, est complètement vidée de sa substance, qu'il n'en reste rien. Et donc le malheureux, c'est pas par animosité que je dis ça. J'ai aucune haine, aucune agressivité. Simplement, l'idée que la communication puisse remplacer l'action est une idée absurde. Et les Français le savent très bien. Ils n'attendent strictement rien de cette émission de ce soir, sauf peut-être se distraire un peu. Encore, c'est pas très distrayant. Est-ce que ça veut dire que lui, comme Nicolas Sarkozy, ont été piégés par le quinquennat, c'est-à-dire par une sorte de nouveau temps court qui interdit finalement, contrairement à Jacques Chirac ou François Mitterrand, finalement de se refaire ou de changer vraiment de politique au milieu du gué, quoi. Oui, mais vous avez raison, mais c'était facile à anticiper. On sait bien ce que c'est que le quinquennat. Donc le quinquennat, ça suppose en effet que dans les 6 premiers mois, on fasse le travail qu'on a à faire. Or là, François Hollande a perdu 2 ans avec Jean-Marc Ayrault, avec des mesures politiques absolument indigentes. Après, il essaye de rattraper les choses avec Macron, mais c'est trop tard. C'est trop tard en politique. 2 ans de perdu, c'est une éternité en politique. Et donc voilà. Et encore une fois, c'est pas la com qui va rattraper les choses. Donc c'est pas, et les Français le sentent très bien, ils le savent très bien. Encore une fois, il n'y a pas de haine à l'égard de Hollande, mais il y a le sentiment qu'il fait pas la mesure. Voilà, et je pense que ses amis le savent aussi très bien et que la une de l'opinion est très juste. Ils sont tous déçus et ils vont se faire retirer les tatouages pro-Hollande. Question concernant Emmanuel Macron, ça fait partie des choses, enfin des mouvements qui ont pris une certaine dimension avec En Marche, donc, puisque nous ne sommes pas vus depuis un certain temps. Vous y croyez ou c'est une sorte de bulle politique comme il existe une bulle financière ? Est-ce qu'on peut finalement faire une grande carrière politique sans avoir derrière soi un parti ? Non, c'est extrêmement difficile, mais en tout cas, il bénéficie d'un capital de sympathie qui est légitime, qui est justifié, parce que il incarne en effet une partie de la gauche qui était celle de Rocard, qui était celle de Strauss-Kahn aussi sur le plan économique, en tout cas. Et donc il incarne deux échecs pour arriver au sommet. Oui, échec politique, mais vérité sur le fond. Et c'est quand même plus important. Et finalement, Macron incarne quelque chose de nouveau dans le paysage politique. C'est cette compréhension que le débat droite-gauche ne doit pas porter sur la production, mais sur la répartition des richesses. Et là, il a totalement raison. Moi, j'ai beaucoup de... Je ne le connais pas, je l'ai jamais rencontré personnellement, mais je trouve qu'il va évidemment dans le bon sens. Et puis, j'avais regardé la une de Paris Match où son couple extrêmement sympathique, sa femme est ravissante, tout ça est plutôt tout ça va dans le bon sens et même donc, les images de com sont bonnes. L'incarnation des idées. Et finalement, dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on va parler justement de votre livre et de l'ubérisation de l'économie, est plus importante que le fait de travailler sur les idées en étant au pouvoir à l'Élysée. Non, il faut les deux. C'est ça qui a manqué à Michel Rocard, parce que moi j'ai toujours eu
très grande sympathie pour Michel Rocard, mais peut-être que ce qui lui a manqué justement, c'est l'incarnation, voilà, parce qu'il était constamment bloqué par François Mitterrand qui le détestait. Il a constamment été dans un containment, si je puis dire. Voilà, il a été bloqué en permanence. Ce qui n'est pas le cas de Macron. Macron, là, il peut sortir du bois, il peut se révéler, mais en même temps, l'idée que c'est nouveau est une idée fausse, parce qu'il ne fait que, finalement, incarner ce que Rocard incarnait, c'est une social-démocratie libérale, et donc qui, encore une fois, a compris, et c'est le point pour moi central, que le débat droite-gauche n'était pas du tout terminé, mais qui devait porter sur la répartition des richesses et pas sur la production. Sur la production, Macron a raison, les frondeurs ont tort. Est-ce que ça veut dire que finalement, pour reprendre la célèbre phrase, il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées, qu'il a déjà acté la mort politique de François Hollande et qu'il sera candidat en 2017? Bon, ça, c'est pas mon problème, ça on verra. Vous voteriez Macron, vous? Non, je voterai pas Macron parce que je pense qu'il faut, je vous l'ai toujours dit et je continue à le penser, je pense que le système allemand est 1000 fois meilleur que le nôtre et je pense qu'il faut un ticket, voilà, je pense qu'il faut un ticket Matignon-Élysée qui donne au président de la République une assiette large. Je pense que quand on représente 15% des Français, on ne peut rien faire en France, voilà. Et donc on court dans un champ de râteaux, que ce soit Sarkozy, que ce soit Chirac ou que ce soit Hollande en fin de parcours, quand vous représentez 15 ou 20% d'opinion vraiment positive, vous n'arrivez à rien. Contrairement à ce que disait mon ami Raffarin, c'est quand même la rue qui gouverne. Et donc, regardez l'histoire de la loi El Khomri, c'est fascinant. On part d'une loi qui est très bonne. Notre ami Bouzou l'a expliqué X fois grâce à vous sur votre antenne, dans la matinale de Radio Classique. La loi était très bonne au départ, pleine de promesses. Elle aidait, en effet, à lutter contre le chômage. Elle était favorable aux jeunes. Et on arrive à une loi qui devient extrêmement négative parce qu'elle va encore plomber les dépenses publiques et creuser la dette et le déficit public. Donc, franchement, c'est navrant. Mais on voit bien que l'intention de départ est bonne, mais si vous n'avez pas de pouvoir parce que vous ne représentez plus rien et que vous avez quasiment les 3/4 des Français contre vous, bah en effet, en démocratie, c'est injouable. Donc je suis pour un ticket Matignon-L'Élysée. Juppé-Macron. Oui, Juppé-Macron, Juppé-Védrine ou n'importe quel autre ticket droite-gauche, ce qui d'ailleurs donnera raison à Marine Le Pen. C'est un des inconvénients de ce type de ticket, parce que ça montrera que l'UMPS, ça existe en effet, mais pourquoi pas? L'essentiel, c'est d'arriver comme Madame Merkel, par un biais ou par un autre. Alors le problème électoral français est compliqué parce qu'il y a les législatives derrière l'élection présidentielle, mais par un biais ou par un autre, il faut que le président de la République représente une majorité de Français, sinon il ne fera rien. Question concernant la révolution transhumaniste. Est-ce que vous considérez que l'ubérisation du monde va s'emparer de l'ensemble des activités économiques, puisqu'on est au cœur du livre, qui nous font vivre tous les jours? Il y aura deux phénomènes qu'il faut pas confondre. Il y aura la digitalisation du monde et l'ubérisation du monde. La digitalisation du monde, c'est le fait qu'on va remplacer toutes les tâches répétitives par l'intelligence artificielle. Par exemple, quand j'étais au ministère, ma secrétaire faisait encore le répertoire à la main. C'est fini, ça, on le fait sur l'ordinateur, en un clic, c'est fait. Donc, ça veut pas dire que les emplois disparaîtront, mais ça veut dire que, par exemple, votre assistante, elle pourra faire autre chose que des tâches idiotes. Bon, on va remplacer les caissières par des machines, c'est évident. Ça, c'est la digitalisation du monde. De même que quand vous allez à Air France, vous allez à Orly, à Charles de Gaulle, maintenant vous avez des machines pour faire la carte d'embarquement. Donc tout ça, c'est la digitalisation du monde. Ça supprimera un peu d'emplois, mais pas énormément, mais ça en recréera à côté. Et puis il y a l'ubérisation du monde, c'est autre chose. Ce sont ces applications qui sont rendues possibles par la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire par le big data, par les objets connectés, par l'intelligence artificielle. Et ce sont des applications qui mettent... Le modèle parfait, c'est Airbnb ou Uberpop, avant qu'il soit interdit en France. On met en relation les particuliers avec les particuliers et on court-circuite les professionnels de la profession. Ouais. Et là, ça ouvre un champ de polémique. Mais est-ce que ça va atteindre justement toutes les professions? Non, ça atteindra pas toutes les professions, mais beaucoup pourront être ubérisés. C'est-à-dire que beaucoup, mais pas la vôtre, pas la mienne. Je veux dire, les écrivains, les journalistes, c'est pas vrai. Ça, je lis quelque part, les machines fabriquent des articles de journaux, c'est pas vrai. Donc on ne sera pas ubérisé, mais en revanche, oui, il est possible que des applications mettent particulier en relation avec particulier. C'est imaginable dans bien des domaines, pas simplement les taxis ou les hôteliers ou les auto-écoles. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi les locations de voitures. Il y a tous les services peuvent être ubérisés. Par exemple, on peut ubériser les plombiers, et même en partie les avocats, par exemple, les notaires. Bon, et donc il y a beaucoup de professions qui pourraient être ubérisées.
Ah c'est un mouvement. Alors là où je suis en total désaccord avec Jeremy Rifkin, qui est vraiment un idéologue, c'est que c'est un mouvement totalement schumpeterien. C'est-à-dire que c'est un mouvement où l'innovation crée des emplois et détruit des emplois. Je vous rappelle le chiffre exact aujourd'hui. On détruit 10 000 emplois par jour en France, on recrée 9 000 emplois par jour. On est toujours dans un cycle complètement schumpeterien. Et simplement ce que la troisième révolution industrielle va faire, c'est qu'elle va augmenter la vitesse de cette destruction, recréation d'emplois. Et ça posera évidemment des problèmes de conflits sociaux. Peut-être celui qui est le plus typique aujourd'hui, c'est pas les taxis, c'est probablement Airbnb et les hôteliers, parce que les hôteliers vous disent, mais nous avons des normes, par exemple pour les handicapés, nous avons des normes de sécurité, nous avons des charges sociales sur les employés. Les particuliers qui mettent leur appartement dans le circuit marchand via Airbnb n'ont pas toutes ces charges, et donc c'est assez déloyal, voilà. Et donc ça supposera de la part des pouvoirs publics de trouver une régulation intelligente. Non pas tout interdire ou tout autoriser, mais réguler. C'est le plaidoyer de mon livre. Et ça va être très difficile parce que réguler, ça supposera de la part des politiques beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire comprendre cette troisième révolution industrielle et comprendre qu'elle va très vite. C'est très technique, ça va très vite et du coup, ça pose des problèmes sociaux qui sont très, très difficiles à résoudre intelligemment. Est-ce que vous considérez, puisque c'est un des autres sujets du livre, que la révolution médicale, qui est actuellement faite en grande partie avec les fonds justement de grandes entreprises comme Google qui réinvestissent leurs profits dans ce domaine, va atteindre des proportions telles qu'effectivement l'allongement de la durée de la vie, alors j'ai vu à l'Express, sur la une de l'Express, 200 ou 300 ans, sans parler de ce qui peut être une caricature aujourd'hui, mais est-ce qu'on est à la veille ou déjà dans un système qui va progresser. On est à la veille, oui. On n'y est pas parce que ce que vous direz un bon biologiste, c'est que pour l'instant, on n'a jamais augmenté vraiment la longévité humaine. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On a augmenté l'espérance de vie des Européens en éradiquant les morts précoces. L'espérance de vie en 1900 est de 45 ans. Aujourd'hui, elle est de 83 ans en moyenne, hommes-femmes confondus. 82, 83 ans. Donc on a augmenté l'espérance de vie, mais uniquement en éradiquant les morts précoces. On meurt toujours autour de 100 ans, même quand on a la chance de vivre sans accident et sans pépin de santé majeur. Et donc, on n'a jamais dépassé Jeanne Calment. Bon, donc on n'a pas. Et le projet de Google, ça c'est certain, c'est avec sa filiale qui s'appelle Calico, ce qui veut dire Californian Life Company. C'est dans un premier temps d'augmenter déjà de 20 ans, mais augmenter vraiment de 20 ans la vie humaine. C'est non pas en éradiquant les morts précoces grâce à la thérapeutique, à la médecine, mais aussi aux politiques sociales, mais c'est vraiment d'augmenter la vie humaine. Alors, soyons clairs, on l'a fait pour les souris. Si vous allez sur Google, vous tapez souris de Rochester et vous verrez que les souris de l'université de Rochester, qui sont des souris modifiées génétiquement, elles vivent 30% plus vieilles que les souris normales et elles vivent beaucoup mieux. Surtout, c'est ça qui est intéressant. Elles vivent beaucoup plus jeunes. Alors, c'est des souris, c'est pas des humains. Les humains sont beaucoup plus compliqués que les souris. Mais le projet de Google, c'est d'arriver à faire pour les humains ce qu'on fait pour les... Quel est l'objectif en termes de temps ? En termes de temps, ce que dirait Laurent Alexandre, c'est que on mourra toujours, parce que de toute façon, si vous êtes dans un avion qui explose, vous serez pulvérisé, c'est pas rattrapable. Vous pourrez toujours vous suicider aussi. Donc les humains resteront mortels, mais la longévité humaine, en tout cas, c'est le projet de Google. Et ils investissent des milliards de dollars dans le projet. On peut imaginer que on vive 150 ou 200 ans dans quelques temps. Oui. Mais forcément, les gens qui nous écoutent se posent la question de quand. C'est un processus à long terme sur 100 ans. En gros, si je devais... Dans 15 ans, on va voir, il y a à peu près... Si je devais parier, je vous dirais que c'est dans 100 ans, quelque chose comme ça. En fait, c'est une course de relais. Un enfant qui naît aujourd'hui, en gros, il peut imaginer vivre une centaine d'années s'il n'a pas de pépins majeurs et s'il n'a pas d'accident. Mais ce que dirait quelqu'un comme Laurent Alexandre, c'est que quand il arrivera à 70 ans, dans 70 ans, la médecine transhumaniste, c'est-à-dire la médecine qui vise l'augmentation, elle aura fait des progrès tels qu'on lui permettra de vivre jusqu'à 120 ou 130 ans. Et quand il arrivera à 120 ou 130 ans, la médecine... Voilà. Parce que c'est pas simplement l'ingénierie génétique, c'est aussi l'hybridation homme-machine. Vous avez vu qu'on rend la vue à des aveugles avec des puces électroniques, on peut commander des bras qui sont des prothèses, pas avec des implants dans le cerveau. Vous avez vu le cœur de Carmat, du professeur Charpentier, tout ça. Tout ça avance de manière... Et il n'y a pas que ça, il y a la thérapie par les cellules souches, il y a les imprimantes 3D, vous avez vu qu'on imprime des oreilles, des tissus humains. On dit que dans 30 ans, on imprimera des cœurs et des foies. Bon, tout ça progresse tellement vite que
personne ne peut dire aujourd'hui à quoi ressemblera la médecine en 2300. Donc et de toute façon, même si c'est pas dans 100 ans, si c'est dans 150 ans, ce qui est certain, c'est qu'on y arrivera. Et donc, il faut y réfléchir dès maintenant. Dernière question, parce que malheureusement, il nous reste un peu de temps. Beaucoup de syndicalistes et un certain nombre d'intellectuels de gauche, tout en s'inclinant devant l'aspect évidemment scientifique de cette révolution, disent au fond c'est la nouvelle version du capitalisme qui ne fait qu'aggraver les inégalités. Donc on vivra 150 ans, mais il y aura de plus en plus de différences entre vous et moi, Tarte-Moelle et Tartempion. Non, c'est déjà le cas, Guillaume, mais... Vous le savez. Non, il faut bien voir. Alors, c'est une préoccupation tout à fait légitime, et notamment, moi, je pense que sur le côté ubérisation économique collaborative, on va vers un super capitalisme, on va vers la dérégulation et la marchandisation du monde. Si Google trouve des médicaments contre le cancer, l'actionnariat ou les patrons de Google, à partir du moment où la moitié de la planète qui est touchée par ce fléau achèteront leurs médicaments, ça va créer des fortunes absolument colossales. Et une dépendance totale. Mais c'est pour ça que l'Europe doit s'en occuper. Alors, il y a quand même quelque chose qui pousse à l'optimisme. Oui, je vais être très bref. C'est que la loi de Moore s'applique. C'est-à-dire que, je vous donne tout de suite un exemple. Le premier séquençage du génome humain a eu lieu en l'an 2000. Il a coûté 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, le séquençage du génome humain, le premier. Aujourd'hui, ça coûte 1 500 €. Donc, cette diminution des coûts, c'est comme l'augmentation de la puissance des processeurs d'ordinateurs. Cette diminution des coûts, elle obéit à une exponentielle, à la loi de Moore. Et donc, on peut imaginer que, au fond, cette médecine transhumaniste, cette médecine de l'augmentation de la vie, elle devienne accessible à tout le monde. En tout cas, n'oubliez pas que la plupart des transhumanistes viennent plutôt de la gauche libertarienne américaine. C'est plutôt des gens de gauche à l'origine. Et donc, ils sont très soucieux de cette égalité. Maintenant, évidemment, le problème est tout à fait légitime. On peut poser la question, elle est légitime. Le livre s'appelle La Révolution transhumaniste, il est publié aux éditions Plomb. Et l'homme que vous venez d'écouter, je le suppose avec beaucoup d'intérêt, s'appelle Luc Ferry. Merci Luc. Merci Guillaume.